Donc, c'était marrant parce que cette journée, on l'a fait sur un coin de table d'une après-midi de bureau. Et je crois qu'au bout d'un quart d'heure, on avait à peu près la liste des gens qui sont intervenus aujourd'hui, qui nous ont dit tout de suite oui. Claire, une semaine après. Et puis, et donc, quand même redire, Étienne Petit-Mangin était vraiment désolé de ne pas venir. Il ne faut pas interpréter son refus. Il était en devoir d'accompagner ses parents. Et je crois qu'on a des âges où parfois le devoir d'accompagner nos parents prend le temps. Voilà, donc on voulait partir sur l'idée d'un diagnostic territorial. Alors, je te laisse introduire ou... Non, voilà. Simplement parce que pour le coup, c'est R qui a été sollicité. Alors, c'était une demande qu'on ne nous avait pas fait jusque-là. Donc, c'était d'abord l'histoire singulière d'un item franc-comtois et je pense que la problématique, elle était autour de bâtiments. Donc, ils vont vous raconter ça. Et puis, donc, l'ARS, avec qui on a beaucoup travaillé sur la question du conventionnement ITEL, puis comme la région Franche-Comté et Bourgogne est assez petite, on est quand même bien repérés. Donc, a dit, mais un peu comme une injonction, quand même, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Il faudra travailler avec R pour que vous compreniez bien comment ça se passe le dispositif. Mais derrière, il y avait quand même des enjeux de locaux. On a vite compris. Donc, le montage qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais nous, on ne sait pas faire ça tout seul. Donc, on s'est retourné vers Champs Social pour essayer de faire une proposition d'accompagnement qui dépasse un peu cette notion de diagnostic. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu une réunion au début, puis une réunion quand ça a été présenté à l'ARS. Donc, tout le reste, c'est les collègues qui ont fait ça pour la DDSE. Je te laisse. Celui-là. Oui, donc, oui, c'est comme le dit Roland, c'était assez particulier parce que finalement, ça dépassait le cadre de nos attributions habituelles. Et Florian vous en parlera, mais effectivement, je veux dire que le questionnement que se posait l'ARS, et je peux le résumer, c'est de dire, vous verrez dans le découpage géographique et le découpage des différentes structures de l'association, il y a un site qui nous pose problème, parce qu'il est relativement ancien, il est relativement vétuste, et on se pose la question si on doit le maintenir ou pas le maintenir. Voilà. Mais, et on ne signera pas le CEPOC tout le temps que cette question ne sera pas résolue. Bon. Donc, en fait, on n'a pas été missionné sur une question de diagnostic. Ça nous installait dans une drôle de position. C'était la position un peu qui n'était pas tenable, d'ailleurs, pour R, de faire une évaluation de la pertinence d'une structure. Et puis, selon le diagnostic, pour le coup, l'évaluation qu'on avait posée, et derrière, avec les conséquences que ça aurait pu éventuellement avoir. Donc, on a essayé de dépasser un petit peu ça pour remettre ça plus dans une approche justement de stratégie territoriale, de savoir qu'est-ce qui fondait un peu l'action, quels étaient les besoins, quelle était la pertinence des différentes localisations, etc., pour au moins renvoyer à l'ARS quelque chose de plus, de plus positif et de plus constructif que le simple évaluation de dire est-ce que cette structure a encore le mérite d'exister ou pas le mérite d'exister. Donc, je termine juste la phrase là-dessus. Et donc, l'idée de lier le travail qu'on a effectué dans la perspective de reconsidérer le projet institutionnel dans son ensemble et pas simplement à une seule des structures paraissait beaucoup plus pertinent et plus en rapport avec la question du dispositif et de la conception d'un dispositif sur un territoire. Je complète. En fait, le vrai questionnement de l'ARS, ce n'était pas tant de savoir si la structure allait continuer à exister ou pas exister, mais plutôt exister en tant que telle. C'est-à-dire qu'on était dans une logique de politique publique et politique publique territoriale. C'était de dire que vous êtes un établissement, comme beaucoup d'établissements des années 70, qui est à 20 km d'un centre-ville. Le bannissement des handicapés loin des centres-villes, ça c'est fini. Donc on vous demande de déplacer votre structure, de la couper en deux, de réduire l'internat dans une logique inclusive et de couper votre établissement en deux parties. Une partie qui viendrait couvrir une zone blanche qu'ils avaient identifiée, qu'on montrera sur la carte à Baume-les-Dames, et l'autre partie qui peut être au centre-ville, puisque c'est au centre-ville que doivent se passer les choses dans une logique inclusive. L'association n'était pas d'accord du tout avec ça, puisqu'on n'identifiait pas les mêmes difficultés. Et effectivement, l'ARS a positionné R comme juge de paix, puisque comme spécialiste des items.
ce qui nous convenait parfaitement, puisqu'on avait quand même une relative confiance en R là. Donc pour R, n'étant pas forcément spécialiste de diagnostic, on n'a pas cette formation-là, on n'est pas des scientifiques ou autres. Donc on a pris un chemin, j'ai envie de dire, un peu intermédiaire, au-delà d'une approche empirique, mais néanmoins, mais pas une approche non plus complètement naïve, ni une approche scientifique. En tous les cas, dans la perspective de reconsidérer le projet, on a été chercher des éléments qui nous apparaissaient pertinents en termes de connaissances des besoins sur le territoire, du positionnement institutionnel, des implantations géographiques des structures, des listes d'attente. Donc, on s'est appuyé sur un certain nombre de données qu'on développera par la suite, mais on ne peut pas considérer ça comme étant une démarche réellement scientifique. Hein. Bon. D'autant plus qu'on n'avait ni les moyens de pouvoir le réaliser, ni le temps, parce que l'ARS nous avait mis quand même des délais très courts. En plus de ça, Covid intervenant par là-dessus, ça n'a pas été simple du tout, et d'autant plus que le financement quand même était assuré par l'ARS, hein, pas par la structure. Donc on était bien quand même dans le cadre d'une commande politique. On va peut-être passer à la présentation de la sauvegarde pour que vous puissiez avoir quelques points de repère pour vous permettre de comprendre. Ouais, donc l'historique, je vais être très très bref. Donc la DSEA, c'est une association qui a été créée en 1956, déclarée d'utilité publique en 1998 et qui a été sectorisée en 2016. C'est-à-dire qu'on a 4 secteurs d'activité dans la SOS, un secteur hébergement-logement, un secteur prévention-insertion, un secteur enfance-famille et puis le secteur qui nous concerne, le secteur médico-social, c'est tous les établissements financés par l'ARS, c'est-à-dire le DITEP plus d'autres établissements médico-sociaux. Ça représente 650 salariés. C'est étant de Belfort jusqu'à Nevers aujourd'hui. Le DITEP et le DSEA, c'est 3 sites distincts. Un site à Montbéliard, donc en zone urbaine, un site à Novillard, on est sur du semi-urbain, voilà, on est en proche banlieue byzantine, et puis un site à Pontarlier qui à la fois est urbain puisque Pontarlier est aussi rural. La particularité de Pontarlier, c'est que c'est aussi une zone qui est frontalière. Vous précisez que toutes les modalités sont présentes sur les 3 sites. Les 3 sites représentent 117 places installées, dont 50% en ambulatoire, parce que c'est une commande de l'ARS, au fonctionnement active, que le DITEP a été signé en janvier 2019 et que depuis septembre 2020. Ça résonne, je suis vieille. Mais... Enfin, je peux aussi parler sans micro si vous entendez, moi ça me va très bien. Mais... C'est pour ceux qui sont en visio, c'est comme non. Bon. Si, en visio, il y a les enceintes, donc ça le fait, c'est parfait. Hein? On pose, on essaie comme ça. Vous dites derrière si vous entendez. Marceau. Vas-y, Florian. Et donc, au niveau du dispositif ITEP, la gestion est la suivante. Donc, il y a un directeur adjoint qui est responsable des 3 sites, en l'occurrence moi, et puis des chefs de service installés sur chacun des sites. Au-delà du dispositif. Sur les sites, hein, il y en a un qui est principalement basé du côté de Pontarlier, l'autre à côté de Besançon, et le 3e sur le nord, du côté de Montbéliard. C'est ça? C'est ça. Et donc, au-delà de ces 3 sites qu'on voit ici, on a aussi 2 équipes mobiles, donc d'AP et MAS, et puis 2 nouveaux dispositifs qu'on a mis en place, Uniclex dans un CFA, et puis c'est nous qui portons le PASS sur le pays de Montbéliard aussi. Le PASS, je ne sais pas si ça existe partout dans le territoire, c'est des plateformes d'accompagnement scolaire. L'idée, c'est de mettre des moyens du médico-social au sein d'un collège pour faciliter l'inclusion des gamins qui sont de handicap. Pas forcément que des gamins d'ITEP d'ailleurs. Non, il n'y a rien à voir avec l'ITEP. Et ça, je crois que c'est expérimental sur la région Bourgogne. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions, mais c'est un pas de plus vers la coopération. Voilà. Oui, peut-être dire 2 mots là-dessus, parce qu'effectivement, le PASS, et ça, on a fait aussi une CLEX donc dans un CFA qui est tout expérimental, qui est porté par 3 DITEP différentes. Et puis, on est aussi sur l'équipe mobile du DAP. Je ne sais pas si c'est national ou pas, c'est le DAP. Alors, le DAP, ce sont des équipes mobiles qui viennent de la contractualisation avec les départements sur l'aide des enfants qui relèvent des enfants protégés en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est assez nouveau, parce qu'effectivement, ça s'adresse à des enfants qui, à la fois relèvent de la protection de l'enfance
et qui ont une notification de handicap, quel que soit le handicap. Et la modalité d'entrée dans ce dispositif, c'est via l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, à nous positionner en tant qu'établissement médico-sociaux à partir d'instances dirigées par l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, les 3 zones, là, vous allez en parler ou... Oui, on va en parler. En fait, les 3 zones, c'est-à-dire qu'on a la zone verte qui part qui est tout ce qui est couvert par le critère de Pontarlier, voilà, puisqu'il est ici. La zone rouge, c'est ce qui est couvert par l'été de désirable. Et puis la zone qui est grise, c'est ce qui est couvert par l'été qui est à Montbéliard. Voilà. En fait, on a pris tous les enfants dont on s'occupait. Alors là, les points n'apparaissent pas parce qu'on a voulu matérialiser les villes pour pouvoir faire une carte. C'est ce que vous avez le filet tout à l'heure, voilà, et de voir où est-ce qu'effectivement on intervient. Donc ça, c'était la cartographie l'année dernière. Voilà. C'est-à-dire que toutes les arrêts sont les enfants concernés. Voilà. Donc, d'un point de vue un peu de la méthode de travail, donc il y avait bien cette problématique de revoir la couverture territoriale, de réviser donc l'offre médico-sociale, et donc elle a été chargée de reprendre ça. Donc la méthode, dans la mesure où il y avait des perspectives quand même de formuler un nouveau projet institutionnel, ça a été de vérifier auprès de l'ARS que les axes retenus par la structure correspondaient avec les attendus de l'ARS. Derrière, il y avait quand même la question de la signature du CEPOM qui était en jeu. Donc, ça rejoint d'ailleurs les objectifs de politique publique. C'était donc d'assurer une couverture maximale du territoire 25, donc c'est le Doubs, en cohérence avec les partenaires. Préciser quand même que les différents pôles du DITEP à DSEA ne sont pas les seuls opérateurs sur le territoire. Il y a d'autres opérateurs DITEP. Donc la question, c'est de permettre une équité de traitement sur l'ensemble du territoire par une répartition homogène des modalités de traitement et d'accompagnement des problématiques des jeunes relevant du DITEP. Donc on avait déjà un point d'appui qui était quand même très pertinent, c'est que dans les 3 antennes, 3 structures, chacune disposait des 3 modalités de base, plus, j'ai envie de dire, modalité de base, plus le séquentiel, enfin bon, bref, en tous les cas, chacun est en mesure de pouvoir proposer de l'accueil de nuit, de l'accueil de jour et l'ambulatoire. Un peu à la demande, mais aussi en fonction de données qu'on a recueillies sur le terrain, c'était de développer une stratégie de mise en œuvre d'intervention plus précoce en lien avec les autres opérateurs. Pour ça, on le verra un peu plus tard, on s'est appuyé également sur des données qui étaient celles de Via Trajectoire, avec les âges, les implantations des différents publics ITEP et des différents besoins, de développer les modalités d'accompagnement pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle et de scolarisation, parce qu'il y avait un point qui était un focus particulier sur cette question-là. Qu'est-ce qui devient à la sortie, comment sont-ils accompagnés et comment on peut éviter je veux dire, les mises en échec au moment de la sortie. On verra que c'était un point particulier à traiter dans le DITEP à DSEA. Donc, évidemment, centrer les prestations sur une dynamique et une organisation inclusive et assurer la continuité de parcours par une transversalité des prestations offertes, quel que soit le site du DITEP à DSEA concerné. Et bien entendu, la question du développement des différentes coopérations. Comment on a procédé? On a fait d'abord une étude diagnostique quantitative et qualitative des besoins du public. Alors, le quantitatif, c'était public déjà pris en compte et public en attente, avec l'objectif de voir effectivement les domiciliations de ceux qui n'étaient pas pris en compte. C'était les listes d'attente, il y a un certain nombre de données publiques. Où est-ce qu'elles se situaient? Et ça nous a très vite apporté la démonstration que la zone blanche qui était ciblée par l'ARS dans sa représentation, en fait, elle n'existait pas, Donc, c'est pour ça qu'on peut se demander quelquefois à partir de quelles données
quelles données objectives. Les ARS se font une représentation de la prise en compte médico-sociale pour pouvoir dicter leur politique, mais aussi attribuer les financements en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs. Donc le sujet a été relativement vite évacué, de savoir s'il était pertinent de conserver une structure sur là où elle était implantée et ne pas la déplacer dans un endroit où l'ARS se faisait représentation d'une zone blanche, alors que finalement, quand on a fait le calcul des jeunes qui étaient en liste d'attente et des jeunes qui étaient pris en compte, cette zone soi-disant blanche, elle n'était pas blanche du tout. Alors, par contre, ce qui est quand même notable, qui est peut-être une particularité, et j'ai envie de dire presque un point fort pour notre territoire dans le Doubs, par rapport à ce que j'entendais ce matin en Gironde, la semaine dernière, par exemple, il y avait que 15 gamins qui étaient sur les listes d'attente sur la trajectoire, quand je regarde. Donc, effectivement, les listes d'attente, elles sont extrêmement variables, puisqu'il n'y a pas un an d'attente en général pour que les enfants puissent être pris en charge par un dispositif ITEP, que ce soit le nôtre ou celui des collègues. Mais effectivement, entre le moment où l'ARS a fait sa commande et le moment où nous, on a fait l'étude, il n'y avait plus de gamins sur la zone positionnée, donc, qui était Baume-les-Dames. Et donc, Baume-les-Dames n'avait pas de sens pour nous d'y aller. Et puis, sur Besançon, ce que vient de dire Jacques qui est vrai, on a deux autres collègues de deux dispositifs différents qui interviennent déjà sur Besançon, sachant que nous, on a aussi une antenne sur Besançon pour tout ce qui est ambulatoire. Donc, effectivement, le besoin ne s'en faisait pas sentir. Je vais juste, si tu veux, Jacques, continuer à peine par rapport à l'analyse des données, parce que je les ai répertoriées et qu'elles ne sont pas sur le slide. Donc, effectivement, les données auxquelles on s'est intéressé, c'est l'âge de nos résidents, les origines géographiques, les modalités de prise en charge qui sont proposées, leur parcours antérieur, les motifs de sortie, les listes d'attente, la couverture territoriale, comme on l'a vu, les durées de séjour et les origines de demande de MDPH. Voilà. C'est le boulot qu'on a fait en un temps, je veux dire, record. On n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Et si je devais faire un petit écueil pour le travail qu'on a fait, puisque j'ai pensé en retravaillant cette présentation, c'est pour qu'on n'a pas eu le temps non plus de faire un questionnaire au niveau des familles. Voilà. Il manque cruellement les familles, effectivement, dans nos données, mais on n'avait pas le temps du tout de les recueillir. Voilà. Pour compléter ce que dit Florian, on a fait également, on a essayé d'avoir une vision territorialisée, puisqu'on a fait on a été voir par territoire cantonal quel était le nombre de jeunes, liste d'attente plus besoins couverts pris en compte par un DITEP en référence à la démographie du canton, pour voir s'il n'y avait pas de disproportion, s'il n'y avait pas des zones qui étaient surinvesties ou sous-investies, je ne sais pas comment on peut dire, où il n'y avait pas de points particuliers où là, on se dirait, finalement, il y a tellement de jeunes dans cette zone-là que ça sera peut-être intéressant en termes de renouvellement du projet, d'implanter des prestations ou d'implanter un service, une antenne, etc. etc. Et finalement, on s'est aperçu que, globalement, sur l'ensemble du territoire, bon, c'était relativement homogène. C'est quand même important, hein, parce que quand on réfléchit sur son projet architectural, et c'est là où on doit s'implanter, de voir comment ça se répartit sur le territoire et savoir s'il n'y a pas des territoires où finalement il y a une population de jeunes dits publics d'ITEP surreprésentée et d'autres endroits où elle serait, sinon absente, ou en tout cas sous-représentée. Et apparemment, ce n'était pas le cas. Et on a même fait une répartition par canton des jeunes qui étaient pris en compte par classe d'âge, 6-10, 10-15, 15-20, pour voir si dans certaines zones, il y avait des tranches d'âge qui étaient plus ciblées que d'autres. Et bien entendu, on s'est aperçu d'ailleurs que sur l'ensemble du département, mais ça va être une nouvelle pour vous, les 0-6 ans, il y en a 0 partout. Voilà. Alors, c'est fou, oui et non, puisque on a quand même eu un dialogue avec nos principaux partenaires, puisqu'on a rencontré l'MDPH, on a rencontré évidemment l'ARS, on a rencontré l'Éducation nationale. Et effectivement, la MDPH nous a dit très clairement qu'il ne faisait aucune notif pour des 0-6 ans dans le Doubs, parce qu'ils n'en exprimaient pas le besoin, qu'il n'y a pas de demande des familles. Pour eux, 0-6 ans, c'est le CAMS, et puis point. Voilà. Et c'est à partir de 6 ans qu'on s'occupe du ITEP, mais ils ont été très, très clairs là-dessus. Et effectivement, enfin, voilà, Roland, par exemple, a proposé quelque chose du point de vue des maternelles à Belfort, ça fonctionne très, très bien. Nous, on aurait aimé se positionner par rapport à ça. On aurait aimé, voilà, moi, je pense avoir des éducateurs de jeunes enfants dans nos établissements. Moi, je trouve que ça aurait tout son sens, mais on ne voit pas un gamin arriver en 7 ans dans le dispositif ITEP dans le tout. Voilà. Après, pour faire le diagnostic, ça sera assez intéressant de voir quand on a les gamins, voir comment ils ont vécu leur classe maternelle. Et souvent, ils n'ont pas été en maternelle, mais il n'y a pas de souci, puisque n'était pas obligatoire jusqu'à maintenant.
Donc, ils n'étaient pas dans les radars. Là, maintenant, ça va être difficile de les sortir du radar. Je trouve que le premier indicateur, c'est les maintiens en section de ces classeurs qui va énormément. On a une montée en puissance d'Alernadé de maintenu en grande section. Et quand on voit les admissions des 7-8 ans sur le DITEP, on voit que quasiment un peu plus de 50%, ces enfants-là ont eu un maintien en grande section. C'est parce que je pense qu'on a un problème, en tout cas dans le Doubs, de représentation de ce qu'est l'ITEP. Pour participer aux EP, NDPH et CDAPH, j'entends régulièrement effectivement dire bon, on va maintenir ce gamin. Et pourquoi ne se poserait pas la question d'une scolarisation avec l'UE ou avec un apport de l'UE? Et on dit régulièrement, ah non, on ne va pas le marquer au fer rouge de l'ITEP tout de suite. On va lui laisser entre guillemets la chance de ne pas aller en ITEP. Voilà. C'est un peu ça hein, dont on est victime. Hein. Mais ça veut dire laisser l'opportunité d'y aller. Ça veut dire qu'il faut qu'on milite pour que le dispositif n'ait pas besoin d'une notification pour y aller. C'est la fonction de prévention et d'accompagnement des petits. Elle doit passer par autre chose que une notification. Effectivement, ça n'a pas de sens pour un gamin de 3 ans. On a déjà continué des recherches et que Sarkozy voulait classer des gamins de 0 à 3 ans, c'est un scandale. Mais qu'on puisse accompagner des gamins sans motif, pour nous, ce serait, pour moi, c'est un point de militance. C'est bien pour ça que nous, c'est inscrit dans le DITEP du DSA, dans ces équipes mobiles qui vont dans les écoles pour des enfants avec ou sans notif, ou quand ils ont des notifs, pas forcément de notif ITEP. Voilà. C'est la fameuse responsabilité populationnelle dont vous avez parlé, Saïd Assef, l'année dernière ou il y a 2 ans, à la conférence de Télécom. Par rapport Alors peut-être que sur la diapo, vous voyez quelque chose qui peut éventuellement vous interroger. Évidemment, au-delà des données chiffrées qu'on avait, on a été voir les différents interlocuteurs des organismes institutionnels intéressés, c'est-à-dire l'ARS, la NDPH, l'Éducation nationale et sanitaire, pour faire une estimation pour eux de besoins que reconnaîtraient comme étant des besoins non couverts ou mal couverts ou qui ne corespondraient pas avec les réponses qui seraient apportées. Et vous voyez qu'on l'a fait, on n'a pas interrogé l'aide sociale. Il faut dire que dans le contexte qui nous était donné, il y avait le souci d'éviter de se faire, alors je prends des guillemets, envahir, emboliser par des données et des besoins venant de l'aide sociale qui n'auraient pas correspondu forcément avec des indications ITEP. Donc là, c'était un choix clair, délibéré, justement pour sortir d'un certain nombre de représentations également. Donc c'est le choix qui a été fait, d'ailleurs validé par l'ARS, parce qu'on avait pris le soin quand même de le faire valider par l'ARS, qui était tout à fait d'accord sur cette logique-là. C'est-à-dire que les besoins de l'aide sociale en France, même pour un certain nombre, pouvaient être effectivement traités également à partir des publics ITEP, mais ne pas partir du public aide sociale en France pour pouvoir déterminer des besoins ITEP. Alors ça, d'autant plus que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'ARS effectivement souhaitait un déménagement de nos locaux pour qu'on se divise en deux, mais il souhaitait aussi qu'on aborde la question du nombre de lits installés et nous avait demandé dans un premier temps de diminuer les lits installés, tout en réfléchissant quand même à des prestations de séjour de répit. Et demander à l'aide sociale à l'enfance quels étaient leurs besoins, sachant qu'on allait vers le fait de réduire des lits et créer des places de répit, c'était aussi prendre un gros risque de dévoyer complètement le dispositif ITEP et d'en faire un lieu de placement pour l'aide sociale à l'enfance. Alors, nous avons profité également de ce moment un peu d'établir un état des lieux pour regarder ce qui pouvait se pratiquer en termes de modalités de scolarisation, de modalités d'accompagnement dans les différentes structures de ce type ADSEA, et de confronter ça, je vais me dire là, moi je suis allé rechercher des points de repère avec les données de l'expérimentation sur les nombres de nuitées, la proportion d'internats, la proportion d'accueil de jour, la proportion d'ambulatoires, la proportion des jeunes qui étaient pris dans des combinaisons d'accompagnement pour voir si elles étaient plus ou moins proches des moyennes nationales qu'on avait eues pendant l'expérimentation. Pour voir si effectivement, là aussi, toujours dans la question de reconsidérer le projet, pour renvoyer à l'ARS, de voir s'il y avait des pratiques installées qui étaient à reconsidérer ou pas. Donc là, bon, finalement, les résultats étaient relativement conformes avec les données nationales, alors que ce n'était pas forcément la représentation d'un certain nombre d'interlocuteurs institutionnels. Je vais laisser la parole à Florian pour dire,
parler de la phase de sensibilisation du personnel et de la communication. Au niveau de la sensibilisation personnelle, ça n'a pas été aisé non plus, puisqu'on était en pleine période Covid, donc pas de réunion de grande équipe. Voilà, donc tout se faisait un peu par mail et dans les couloirs, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait le plus simple. Pour autant, voilà, on a quand même informé les équipes de la démarche. On leur a fait part ensuite des principales conclusions, puisque ça nous a quand même donné à voir des choses plutôt intéressantes, surtout sur l'origine de la demande de la NDPH. Voilà. Et de s'apercevoir que d'un site à l'autre, ce n'était pas les mêmes populations, parce que pas les mêmes origines. Voilà. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. C'était aussi les informer effectivement du maintien sur site, parce que très clairement, ça va générer beaucoup d'angoisse au sein des équipes. De reparler aussi de l'évolution des places installées, d'accueil de nuit. Ça nous a permis de travailler aussi notre projet d'établissement en lien avec ce qui avait été mis en exergue. Ça nous a permis de faire des propositions aussi, de les bosser avec eux sur une équipe mobile qu'on avait déjà essayé de mettre en place via un CNR qui nous avait été refusé, mais qui nous a montré toute l'importance qu'elle pourrait avoir, cette équipe mobile, puisque nous, on se proposait d'intervenir sur une équipe mobilité qui pourrait intervenir à la fois dans les centres médico-sociaux, dans les CGI, mais surtout dans les établissements scolaires, justement pour qu'on puisse être interpellé sans notification, ce qui avait été refusé par l'ARS, qui ensuite a déployé beaucoup d'équipes mobiles qui viennent faire ce travail-là, avec le manque quand même dans les CGI et dans les CMS. Ça nous a permis effectivement de mettre en place la CLEX sur le CFA, puisque la NDPH nous a dit que ce qui manquait cruellement dans notre offre de service, c'était de la formation qualifiante pour nos plus de 15 ans. Ça nous a permis effectivement de nous inscrire et de nous investir dans les équipes mobiles dont je vous ai parlé un petit peu avant. Ça nous a permis effectivement de retravailler aussi complètement notre offre de service et de passer réellement en mode DITEP. On a conservé des équipes dédiées, mais par contre, on a demandé aux équipes, au sein de leur propre équipe, de leur propre groupe, que de faire 1, 2, voire 3 modalités de prise en charge pour être sûr de répondre au plus près des besoins. Voilà. Donc très clairement, enfin, voilà, ce travail pour nous, ça nous a permis de rentrer vraiment dans le cœur du DITEP. Par rapport à ce qui avait été à l'intervention de ce matin, le fait de recueillir beaucoup de données comme ça et qui nous éclaire autant, ça nous a aussi permis de créer un outil qu'on va mettre en place au mois de septembre, qu'on a appelé la fiche de parcours. Donc la fiche parcours, ce n'est pas le dossier unique de l'usager, mais ça y ressemble un petit peu. C'est clairement toutes les informations qu'on va prendre en amont de son parcours, de comment on va travailler avec le jeune avant même qu'il arrive à l'établissement, tout ce qu'on y inscrit et qu'on fait évoluer dans son parcours, et puis qu'on pourra aussi retransmettre et aux jeunes ou aux personnes qui s'occuperont de lui une fois qu'il sortira de l'établissement. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est comment on accueille ce jeune et comment on lui rend son histoire une fois qu'il sortira du dispositif TEP, avec des données qui correspondent un peu à ce qu'on a vu ce matin. Même si ce n'est pas cartographié et que ça rentre dans les tableaux, mais c'est un outil qu'on a tout jugé indispensable en lien avec l'étude qu'on a faite. Alors, on a extrait comme ça un élément quand même assez significatif de ces fiches de parcours, parce qu'un des points d'une attente par rapport à ça, c'est de voir s'il y avait des profils de parcours selon les localisations de certains jeunes. Et on s'aperçoit, c'était relativement intéressant, parce qu'on s'aperçoit que pour le site de Saint-Exupéry, Montbéliard, quand on regarde la proportion, l'idée c'était de dire quel était l'organisme qui était le plus opérant et qui avait été, on pourrait dire comme ça, de façon un peu facile, à l'origine de l'orientation. Donc on s'aperçoit que sur le site de Saint-Exupéry, il y a une origine de l'orientation relativement partagée entre l'éducation nationale et protection de l'enfance, alors que sur le site de Besançon, c'est très majoritairement l'éducation nationale, les autres, protection de l'enfance et la psychiatrie intervenant de façon faible dans le parcours antérieur du jeune, alors que du côté du site des Granges, on voit que la psychiatrie est tout à fait opérante, beaucoup plus opérante que sur les autres secteurs dans les circuits d'orientation. C'est quand même très significatif. C'est-à-dire que quand on regarde les implantations des autres structures sur le département, on voit bien à quel point ce sont aussi par ces intermédiaires-là qu'on construit un parcours de soins et d'accompagnement, alors que les problématiques pourraient être considérées comme équivalentes, quel que soit le territoire donné. Problématique psychique, j'entends. Et donc ça, dans la perspective de reconsidérer le projet d'un DITEP, mais ayant 3 structures réparties, ça indique quand même des réponses qu'on va devoir apporter en termes d'attente par rapport à ceux qui ont été à l'origine de l'orientation. Je ne dis pas qu'il faut y répondre, c'est-à-dire que là où c'est la psychiatrie qui était l'opérateur majeur,
il faut considérer le soin avant le reste, et que là où c'est l'éducation nationale qui était l'opérateur majeur, il faut considérer la scolarité avant le reste. Mais néanmoins, on n'est pas des opérateurs neutres. Hein. Et ça incite à réfléchir à cette question-là en termes de pratique, en termes de structure à mettre en place et en termes de collaboration à mettre en place. Donc ça, c'était une donnée quand même qui, de mon point de vue, était quand même très intéressante. Et ça renvoie, alors là, bon, ils en font ce qu'ils en veulent, mais quand même une interrogation par rapport au MDPH et sur les méthodes d'établissement des diagnostics. J'entends des diagnostics là sur la problématique des jeunes, quoi. Donc ça, c'était une donnée, bon, ça sert aussi de point de repère par rapport aux équipes sur la façon dont ils peuvent traiter l'ensemble de ces questions-là. Ça nous donne à voir aussi le partenariat qu'il y a à mettre en place et qui n'est pas le même d'un dispositif à l'autre, enfin d'un dispositif à l'autre, parce que ce n'est pas forcément les mêmes besoins qui sont exprimés. Et ça nous montre aussi que la singularité, entre guillemets, de chacun des jeunes qu'on accueille en lien avec son lieu d'habitation géographique. Voilà. On se rend compte qu'on n'a pas la même population à Montbéliard qu'à Pontarlier. Montbéliard étant très ouvrier, très paupérisé, Pontarlier, on a énormément d'enfants de frontaliers. C'est pas du tout, rien que d'un point de vue socio-économique, ce ne sont pas les mêmes familles, ce ne sont pas les mêmes jeunes et ce ne sont pas les mêmes problématiques surtout. C'est ça que ça nous a donné à voir. Montbéliard, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des usines Peugeot. Voilà. Peugeot. Oui. Sochaux, dans le Gard. Alors, avec cette étude, un peu, enfin, ces investigations sur la question des parcours, on a regardé de façon plus précise également la problématique des sortants. Donc, on a essayé d'établir un certain nombre de critères pour catégoriser les sorties et les fins d'accompagnement. Et il se trouve qu'il y avait un point particulier quand même qui était que les professionnels et les cadres des structures connaissaient bien, mais on avait affaire à des refus de la personne ou des responsables légaux de poursuivre l'accompagnement à 30, qui était à l'origine de 30% des motifs de sortie, ce qui est quand même assez considérable. Là-dessus, c'était au-delà des moyennes nationales tirées de l'expérimentation. Donc, ça a permis, dans le cadre quand même de la reformulation du projet, d'affirmer des réponses par rapport à ça. Florian a déjà évoqué effectivement, dans le préambule, la création ou la mise en place de collaborations, de partenariats, et notamment d'un accompagnement très professionnel des jeunes sortants. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous a donné à voir comment ces gamins qui étaient là depuis 3, 4, 5, 6 ans, à un moment donné, ne supportaient plus le dispositif ITEP, tout simplement, et ne pouvaient plus être dans nos murs, voilà, et qu'ils ne les supportaient plus. Et on arrivait à soit des choses qui se délitent, parce que quand on dit refus de la famille, bien souvent c'est le refus des âgés ou au des parents. Ce n'est pas forcément les parents qui eux souhaitent enlever leur gamin, mais c'est le gamin qu'on ne voyait plus. Et effectivement, ça nous a obligés comme à réfléchir, puisque c'est des enfants qui, pour la plupart, étaient aussi positionnés sur l'internat dans les situations les plus complexes. Mais comme l'internat fonctionnait en mode internat, c'est-à-dire sans faire d'ambulatoire, dès lors que le gamin n'était plus dans les murs, et on ne le voyait plus. Le fait d'être passé en dispositif, ça nous a permis aussi de rebosser les emplois du temps de toutes les équipes éducatives et de pouvoir dire à l'éducateur, être éducateur d'internat, ce n'est pas travailler avec 4 murs et 12 lits autour de vous, c'est de pouvoir travailler là où est l'enfant. Voilà. Et de commencer à l'accompagner et à l'accompagner en dehors de nos murs, ce qui était, ce qu'elle dit, j'invente rien, mais ce qui était quand même une révolution culturelle pour certaines équipes. Et en se créant effectivement d'autres outils et d'autres moyens d'intervention. Donc, ça nous a amené à tirer un certain nombre de points, qualifiés d'axes de possibles de transformation à travers la reformulation du projet institutionnel. Bien entendu, on a fait valider tout ça par l'ARS, puisque c'était elle quand même qui était... et on n'a pas, de ce côté-là, trouvé d'objection par rapport à ça. Donc, là-dessus, on a eu un quitus de la part de l'ARS, complètement indépendant d'ailleurs des possibilités de financement du projet derrière. Bon. Parce que là, ils sont d'accord sur le fond, mais qui va mettre les investissements, là, je pense que c'est toujours en discussion. Hein. Je dis ça avec un sourire parce que je pense que c'est une opération, moi, ça ne me concerne plus, mais qui est particulièrement délicate.
Donc, les points qui ont été retenus comme des axes de transformation à la suite de ce petit travail un peu de diagnostic, c'était de développer une stratégie de communication sur les capacités du DITEP à répondre aux besoins précoces, notamment par une dynamique partenariale des acteurs de droit commun. Donc là-dessus, ce n'est pas effet immédiat, mais je pense que ça a eu le mérite, à travers les différents contacts qu'on a eus et autres, de dire que la question de l'action précoce, pour ne pas parler de prévention, mais d'action précoce, était entendue comme une nécessité. Après, que ça se traduise par des moyens, ça c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, le DITEP s'est trouvé repositionné comme étant un acteur légitime sur ce type de public, en collaboration avec les opérateurs qui sont les CAMS ou d'autres, les SNV ou d'autres partenaires de ce type. Donc, de concevoir derrière des modalités d'intervention précoce, de développer des compétences spécifiques. Ça pose la question effectivement, de quel type de compétences on doit s'entourer, on doit s'outiller dans une perspective d'intervention auprès des responsables légaux afin de soutenir les fonctions parentales et de maintien à domicile. Au-delà de l'exemple de la DSEA, moi, c'est une question franchement qui me traverse, puisque dans les opérations de formation que je peux mener, c'est de dire mais quelle est la compétence des professionnels d'ITEP intervenant à domicile en ambulatoire pour développer justement ces environnements capacitants, c'est-à-dire pour que les personnes de droit commun puissent fonctionner et faire ce qu'ils ont à faire avec les jeunes d'ITEP, au lieu que ce soit les professionnels d'ITEP qui le fassent, quelles sont les capacités et les compétences qui sont requises pour pouvoir mener à terme cet objectif-là. Et là, c'est une vaste question. C'est une vaste question quand on considère également le mouvement un peu de déqualification qu'il peut y avoir, puisqu'avec les difficultés de recrutement, les formations initiales qui sont ce qu'elles sont autres, moi, la question que je me pose de façon très triviale, c'est comment un éducateur qui sort d'un institut de formation est en capacité d'apporter à un parent, à un enseignant, l'expertise ou les compétences qu'il aurait à transmettre pour que cette personne-là puisse faire avec la personne concernée. Là, c'est bon. Alors, quand on dit qu'on va intervenir de 0 à 6 ans, c'est bien gentil de le dire, de se faire reconnaître légitime pour pouvoir le faire et devoir le faire. Et ça peut correspondre effectivement, puisqu'on sait que la problématique psychique, quand même, elle s'ancre nettement dans la petite enfance. Encore faut-il derrière qu'on puisse avoir des personnels qui correspondent à ça. Donc, ça a permis de dégager également que la nécessité d'intervenir en amont du processus d'admission pour prévenir les ruptures de parcours scolaire, ça, c'est quelque chose de tout à fait entendu, de soins et d'accompagnement, et donc d'un engagement dans une politique partenariale de coordination et d'intervention, notamment pour les équipes mobiles. Donc, le développement de modalités de scolarisation inclusive, parce que la représentation, le regard qui était porté sur les structures, c'était qu'effectivement, il y avait une très bonne qualité de travail qui était pratiquée en interne en matière de scolarisation, mais le regard que la société, d'une façon générale, mais surtout l'ARS et autres avaient, c'est que dire, bon, ça c'est bien joli, mais ce n'est pas très inclusif. Alors, juste une aparté par rapport à l'inclusion scolaire. Effectivement, c'est là que c'était important pour nous d'aller vérifier un peu quels étaient j'ai envie de dire, nos fournisseurs, voilà. Et de voir que l'éducation nationale est à l'origine de l'immense majorité des demandes sur le site de Besançon, puisque on nous disait, mais attendez, à Pontarlier, par exemple, vous avez plus d'un enfant, vous avez une unité d'enseignement qui est composée à 50% d'une classe, à 50% d'une classe en interne. Donc, vous êtes dans les chiffres, vous n'êtes pas en Montbéliard, vous l'êtes encore moins dans Novillard, puisque vous avez 3 classes et c'est 3 classes en interne. Voilà. Effectivement, on a développé l'externat, mais de voir que tous les enfants quasiment à Novillard arrivent via l'école, s'ils arrivent via l'école, c'est parce qu'ils sont déscolarisés déjà, et c'est parce qu'ils ne tiennent plus dans les classes ordinaires. Et donc, c'était de dire, mais nous ne sommes pas du tout un ITEP qui refuse l'inclusion ou qui refuse de maintenir l'enfant dans son élément, dans son école ordinaire. On est... Excusez-moi, ça va. Ah, c'est en considération le fait que les enfants qui arrivent chez nous arrivent déscolarisés.
Donc, on ne peut pas les remettre tout de suite dans une unité d'enseignement externalisée, et encore moins les maintenir dans leur école, puisqu'ils n'y vont plus. Puisque la plupart du temps, c'est des enfants qui n'ont pas mis à l'école depuis 2, 3, 4 mois, 6 mois. Des enfants ou des adolescents? Les enfants, surtout les petits. Voilà, je pose une question. Quand même. Ah oui, oui, bien sûr, ça pose des questions. Les 3 derniers gamins qu'on a eu, c'est des gamins qui font du CNED depuis 6 mois. On va pas parler, mais il y a 50% des jeunes qui arrivent à handicap à DSEA qui sont en situation de rupture effective sur le plan de la scolarisation où l'orientation handicap consomme la rupture scolaire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, l'ITEP devient un mode de scolarisation voilà. pour répondre à l'obligation scolaire. Et était vécu, et à juste titre, comme étant, j'ai envie de dire, une école de substitution performante, hein, d'ailleurs, reconnue comme étant performante, mais comme une école de substitution. C'est bien pour ça que l'objectif du discours qu'on avait à l'ARS, c'est de dire vous ne pouvez pas nous demander à la fois d'accueillir ces gamins-là et de dire mettez-les dans les écoles ordinaires avant leur arrivée, puisqu'ils n'en ont plus. Voilà. Un des points qui a été retenu également, c'est puisque à travers ce diagnostic-là, on a interrogé quand même aussi des pratiques sur chacun des sites de la DSEA, et on s'était bien aperçu que finalement, c'était un DITEP, mais c'était logique, puisque c'est des histoires qui voulaient ça, qu'en fait, il y avait trois DITEP qui fonctionnaient de façon, je ne veux pas dire considérablement différente, mais où les pratiques n'étaient pas complètement les mêmes. Donc, la question du dispositif et justement de cette équité de traitement sur l'ensemble du territoire a amené à s'interroger sur les différentes prestations qu'il y avait dans les différents lieux et à essayer de non pas de créer une uniformité, mais de rendre accessible un certain nombre, c'est-à-dire qu'on prend ça par le positif. C'est la prestation qui est disponible dans un lieu doit être mise au service de l'ensemble. Mais malgré tout, également, ça posait des questions également de mode d'organisation assez différents. En fait, c'était trois, on pourrait presque dire, Florian ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais c'était trois items différents, quoi. Hein. Donc, la question aussi de l'organisation hiérarchique s'est posée. Alors, évidemment, ce n'était pas le propos de R d'intervenir dans cette dimension-là, mais ça a permis quand même de conforter l'association qui était en réflexion par rapport à ça, de reproposer une organisation hiérarchique qui soit constitutive déjà et garante d'une possibilité de fonctionnement sous forme de dispositif, c'est-à-dire avec une unité de pensée, des pratiques qui soient posées, c'est d'où l'intérêt justement de reformuler le projet institutionnel pour que ça constitue un point de repère et que ça installe quand même des références de pratiques qui soient relativement communes. Alors, au-delà d'être communes, ça a permis par exemple de solliciter la trajectoire pour qu'ils arrêtent de nous faire des notifications avec des propositions par site et avec le nom des sites. Maintenant, quand ils auront une notification, il faut une notification d'ITEP à DSEA. Et ça nous oblige, nous, dans une logique justement de couverture territoriale et de réflexion sur le territoire, sur le département entier, à faire des commissions de parcours, c'est-à-dire c'est là qu'on discute de notre capacité à accueillir ou pas un jeune et l'échéance, mais de le faire sur tous les sites en même temps, avec tous les sites. Avec la perspective que cette commission de parcours interne puisse être une commission de parcours interinstitutionnelle. Oui, avec les deux autres ITEP. Il faut une notification en mentionnant l'opérateur. Oui. Pardon. Et il faut des propositions d'établissement. Quand ils disent, vous avez une notification pour il faut une notification d'ITEP et après ils identifient les établissements. Vous connaissez tous comment ça marche. Voilà. Ça. Ah, d'accord. Pour respecter, d'ailleurs on en a parlé ce matin, c'est-à-dire que la réglementation dit la notification, elle doit orienter vers un type d'établissement, et non pas une désignation d'un établissement. Ceci dit, on donne le type d'établissement, et puis on dit à la famille, vous avez le DITEP Intel qui est là. Quoi. On le dit, ou d'ailleurs on ne le notifie pas, mais on indique sur une autre partie. Donc là c'est le DITEP de Montbéliard, le DITEP de Novillard, le DITEP de Arbuclénon, tous les collègues. Là, c'est l'orientation DITEP, et là, c'est après, je veux dire, une commission de parcours qui, en co-construction avec les responsables légaux et avec le jeune, il dit que ça sera plus pertinent que ce soit telle antenne du DITEP qui s'en occupe qu'une autre. Voilà. Sans exclusive, hein, d'ailleurs, qu'il puisse y avoir d'autres professionnels qui puissent intervenir des autres DITEP. En tout cas, on ne raisonne pas sur un territoire qui serait le territoire ou le périmètre de l'ITEP ou du site, mais on raisonne effectivement sur l'ensemble du département et sur l'ensemble des ITEP.
Donc, ça a renvoyé également dans le projet à évoquer le rééquilibrage des pratiques, donc ça on l'a dit, mais aussi d'instaurer et de confirmer la logique de la co-intervention, qui n'était pas une logique forcément, je veux dire, évidente pour un certain nombre de personnels. Alors, le rapprochement accueil de jeunes PMO, je te laisse en parler. Oui, effectivement, puisqu'on a décidé dans le cadre du passage en dispositif de conserver des équipes dédiées, mais que les équipes dédiées puissent avoir plusieurs modalités de prise en charge différentes au sein d'un même groupe, la première des choses qui a été faite, en lien avec le bâti, c'est de fusionner entre guillemets les ex-équipes PMO et les ex-équipes accueil de jour. Ce qui permet effectivement d'avoir plus de compétences en un seul et même lieu. C'est-à-dire que nos anciennes équipes de CESAD continuent à faire majoritairement du CESAD, mais proposent de l'accueil de jour, puisqu'on aura même octroyé une maîtresse de maison en conséquence. Les équipes d'accueil de jour continuent de faire l'accueil de jour, mais on leur demande de plus en plus effectivement d'aller vers les familles dans une logique de aller vers, puisque c'est la demande qui nous est faite, et c'est là où sont les besoins. Et les équipes d'internat, eux, font les trois, c'est-à-dire l'accueil de jour, de nuit et du PMO. On a simplement conservé, entre guillemets, les équipes. Quand je dis qu'on a conservé les équipes en tant que telles, c'est-à-dire qu'on a laissé les gens travailler ensemble, qui travaillaient déjà ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout mis dans un sac exprès pour voir ce qu'elle en sortir en trois. On a conservé les équipes avec des gens qui avaient déjà des pratiques et des habitudes de boulot ensemble. Puis, par contre, on leur a demandé de monter en compétences à toutes les difficultés que ça a, puisque c'est pas j'ai un éducateur d'internat depuis 25 ans dans l'internat et en famille, ça ne remonte pas du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce qu'on met en place, c'est ce qu'on travaille. Et puis, dans la logique de co-intervention, effectivement, on s'est aperçu qu'il n'y avait qu'un seul cycle sur les trois où les visites en famille, par exemple, à domicile, se faisaient régulièrement à deux. C'est-à-dire enseignant-éduc ou éduc-psy ou psy-enseignant, ce qui n'était pas forcément le cas à l'heure où c'était l'éducateur social qui se déplaçait ou la psychologue qui se déplaçait. Mais en tout cas, qui le faisait seul, on a développé des logiques de co-intervention. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on est aussi en pleine écriture du projet d'établissement. Il y a tout qui se met un petit peu en même temps. Donc, les points qui ont été retenus, valeur un peu stratégique de la démarche, c'est que ça a quand même permis une objectivation de l'offre vis-à-vis de l'ARS, qu'on soit plus dans une logique de représentation, mais quand même à partir de données un petit peu objectivées. Et donc, à travers ça, de pouvoir valider les positions de l'association dans le cadre du CEPA. Donc, Florian vient de le dire, ça nous a donné un point d'appui pour la révision du projet institutionnel, tant sur le plan stratégique que dans son positionnement dans le schéma départemental et dans la dynamique interne. C'est un point d'appui pour élaborer les stratégies de développement architecturaux et d'implantation des structures. Et puis, ça contribue quand même par rapport au personnel, même si ce n'est encore pas une évidence totale, une forme de sensibilisation à une fonction décentrée vers une responsabilité de développement populationnel et territorial. Alors, il ne s'agit pas de dire, comme ce matin, que la personne n'est plus au centre du dispositif, au centre de préoccupation, mais d'élargir ce centre de préoccupation au-delà de la personne à son environnement, et son environnement qui est son territoire de vie, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur les données qui ont été développées ce matin. Mais je pense que ça, c'est sans cette démarche un peu d'objectivation, de rationalisation, de mise en ordre d'un certain nombre d'éléments quantitatifs et qualitatifs, c'est difficile de demander à des professionnels de penser une évolution de leur pratique sans leur donner l'outillage qui va avec, quoi, et des clés de compréhension qui vont avec. Voilà, donc ce qu'on pouvait vous dire d'une petite expérience que nous avons eue sur une demande tout à fait particulière de l'ARS. Alors après, sur le plan de l'intérêt et autres, je pense que ça a... Il faut dire quand même que la question du dispositif avait été aussi abordée par un cabinet de formation à côté. Hein. Donc, on n'a pas été missionné sur l'ensemble de la question, mais sur des parties tout à fait particulières. Combien de journées d'accompagnement, du coup, ça a représenté pour champ social? En tout, ça fait la partie qu'on appelle improprement diagnostic, mais on va appeler comme ça, plus l'accompagnement sur le projet institutionnel, autour d'une vingtaine de journées. Bon, on a fait au plus court, hein. Au plus court en fonction des financements qui étaient donnés. Hein. Donc là, si vous m'interrogez sur la méthodologie
de mise en place de projets ou autres. Moi, j'ai fait des entorses là-dessus, inévitablement. En plus de sa période Covid, pour faire des groupes de réflexion professionnelle, etc., dans les délais impartis et dans les conditions dans lesquelles on était, totalement impossible. Alors, donc, évidemment, une méthodologie de projet du type anciennement ANES, mais maintenant HAS, il y a quelques, sinon entorses qui ont été faites, en tous les cas, on a pris d'autres chemins pour pouvoir, pour que le personnel puisse avoir développé, et pas développé simplement, et aussi avoir une réalité d'appropriation de la réforme du projet institutionnel. Ça, c'est bien évident. Hein. J'ai développé des accompagnements au projet institutionnel, la révision du projet institutionnel dans d'autres structures. Les 20 jours, ils servent à ça. Alors que là, il y a eu 10 jours sur la question du diagnostic. Donc, c'est une opération qui se termine là Très prochainement. très prochainement. En gros, on a eu 6 mois. Avec la possibilité de faire des réunions d'équipe. Alors, toi qui as assisté à la réunion de restitution avec l'ARS et autres, est-ce que tu as un mot à rajouter par rapport à ça? Non, pas spécialement. Non, mais ça contribue à asseoir le fait que R peut être pertinent sur ces questions-là. C'est tout à fait intéressant. Et puis, voilà. On est parti d'une situation très inconfortable hein, parce que c'est vrai que les locaux de mon collègue étaient particulièrement pourris et ils sont toujours. Mais voir Florian, parce qu'à l'époque, on discutait avec ta directrice de pôle. Pour moi, discuter avec la directrice de pôle d'une commande de l'ARS et dire à Florian, tu sais ce qui se passe là, c'était compliqué. Donc, heureusement qu'on se connaît bien et qu'on n'a pas ce genre de problème, mais ça nous mettait dans une posture un peu compliquée. Et c'est vrai que quand moi, j'y suis allé que pour défendre la position de R à une réunion CEPOL, on a déroulé Finger in the Nose. C'était voilà, c'était facile. Peut-être d'autres questions, d'autres. Merci. Merci tout le monde.